Il y a parfois des voyages que l'on oublie, et il en est d'autres qui vous captivent. Vous partez pourtant sans savoir, sans trop connaître, mais vous vous laissez porter par les jours et les nuits qui s'enchaînent. Vous vous retrouvez dans un pays lointain. Vous êtes au pays des îles, du vent et de la mer. Vous êtes aux Philippines. Entre Bornéo et Taïwan, cet archipel volcanique baigné par 3 mers reste encore aujourd'hui une grande inconnue. C'est l'archipel du bout du Pacifique. Ce sont les îles un peu oubliées de la Grande Asie maritime. La mer partout et des îles tout autour de soi. Des îles toutes différentes. Des îles sauvages, des îles privées. Des îles où vivent encore d'anciennes communautés villageoises. C'est ici que Jack a fait construire son propre bateau pour des voyages pas comme les autres. Avec Eddie, il a fondé Tao, ce qui signifie les gens en philippin. Ils font découvrir ainsi à quelques voyageurs ces confins des Philippines au plus près de ces bouts de terre encore préservés du tourisme. Cette partie-là, l'Inapacan, est assez célèbre dans le coin, parce qu'elle est isolée par ces 2 détroits, ici, qui sont parfois assez agités, en particulier quand il y a du vent. Du coup, il y a des gens de Coron qui savent où se trouve l'Inapacan, mais qui n'y sont jamais allés. Et des gens de El Nido qui savent où c'est, mais qui n'y ont jamais mis les pieds. Donc, on a ici tout un tas d'autres îles, où il n'y a aucun touriste. Personne ne s'aventure jamais ici en bateau. Les gens ne savent même pas à quel point c'est magnifique. Depuis plus de 5 ans, Jack et Eddie naviguent entre les îles disséminées au nord de Palawan, entre Coron et El Nido. Tout un dédale d'îles, de falaises de marbre noir et de calcaire, formé il y a plus de 250 millions d'années. Cet endroit est aussi plus connu comme la baie d'Along des Philippines, l'une des plus belles régions de cet archipel. Si vous prenez une région comme celle-ci, entre Coron et El Nido, il y a tellement d'îles magnifiques. C'est le rêve de tous les voyageurs qui tiennent pour la première fois un guide des Philippines entre les mains et qui voit ces 7107 îles. L'idée, c'est d'aller d'une île à une autre, puis une autre, puis une autre, etc. S'amarrer à une plage, camper là pour la nuit, faire un feu de joie, griller du poisson et partir le lendemain. Voir toutes les îles qu'on peut. Quand on a débuté le projet, on exploitait vraiment tout le parcours. Au bout de 2 ans, on a trouvé 4 très bonnes haltes, vraiment parfaites. Vous savez, on ne peut pas s'arrêter sur n'importe quelle île pour faire une halte. Il y a des îles qui sont trop petites et où on ne peut pas s'amarrer correctement, ou alors il n'y a pas d'eau potable. Il y a plein de choses à prendre en compte quand on choisit les endroits où s'arrêter. On a maintenant toute une gamme de paysages à proposer à nos hôtes. Avec l'Aurora, vous arrivez sur votre première île, Kadlao.
ou sourire en philippin. Un ancien village de pêcheurs abandonné qui a été racheté par Tao comme un camp de base pour tous leurs projets. L'endroit est volontairement resté rudimentaire. Il y a juste quelques maisons traditionnelles pour vous accueillir et passer la nuit. Alors ici, c'est le village Tao. C'est la deuxième partie de notre projet. La première partie, c'est l'expédition et le bateau d'exploration qui remonte à travers les îles et qui se déplace en permanence. Et puis, il y a l'île de Kadlao, où nous avons eu cette opportunité. Il y avait un village de pêcheurs ici, une grande famille qui vivait dans 9 cabanes sur ce site magnifique, sur la plage, entièrement entourée de jungle. Et quand on s'est installé dans ces cabanes, il n'y avait ni eau courante, ni électricité. Seulement les structures en bois avec du bambou et du nipa sur le toit. Et ce n'est pas non plus comme un village traditionnel où vivent de vrais Philippins, dans leur propre maison, et où les autres ne peuvent pas aller à l'intérieur pour voir de quoi ça a l'air, parce que ces maisons sont habitées. Ici, tout le monde est libre de circuler et de voir tout ce qui se passe. Et on a aussi des résidents permanents dans le village. Une famille originaire de ce village est restée vivre sur cette île. Elle gère la cuisine pour les voyageurs de passage, entretient le village et accueille des volontaires pour des projets communautaires. Jack a conservé l'esprit du premier village, sans aucune modernité. Et le luxe ici, c'est justement la simplicité. Quand les gens viennent ici, ils ne vont pas à la douche dans un bloc de béton avec de la plomberie et un réservoir. Ils puisent directement l'eau de la terre, enfin dans le puits. Et pchit, ils adorent ça. S'écarter du monde, dormir sous les étoiles, c'était le rêve de Jack depuis des années. Jeune architecte anglais, il a finalement quitté Londres pour goûter à cette vie si différente. L'idée de Jack et Eddie permet de donner un sens à son voyage, se retrouver loin d'un tourisme de masse, goûter à des échanges plus authentiques à travers des errances naturelles dans une région encore peu explorée. Avec ce voyage, en particulier avec l'expédition, on prend 5 jours en partant de Coron à se balader entre les îles et on observe le paysage qui change au fur et à mesure. On apprécie vraiment les différents endroits quand on voyage d'île en île. Ah, ça a l'air bien là. Allez, on s'arrête. Ah, ça a l'air bien là. On s'arrête.
Dans cette région, la nature est omniprésente et les fonds marins recèlent encore d'innombrables récifs où vivent plus de 3000 espèces de poissons, 20 000 sortes de coquillages et 500 espèces de coraux différents. Mais derrière la carte postale que vendent les Philippines, la réalité est parfois plus amère. La pêche à la dynamite continue malheureusement aux Philippines, détruisant sans discernement autant les récifs de coraux que la faune marine. Et un grand nombre de poissons de récifs sont toujours capturés vivants pour terminer leur vie dans les aquariums du monde entier ou sur les tables des restaurants asiatiques. Avec leur connaissance des îles, Tao vous fait malgré tout découvrir quelques endroits encore préservés. On a vu une tortue et une raie pastenague. Des bancs de poissons, un gros poisson-ange, des coraux magnifiques, fluorescents, bleu, violet, vert. Il y a un banc de thon par là-bas aussi. Oui. Et plein de... Comment t'appelles ça déjà? Les gros piquants. Des oursins. Oui. Et des étoiles. Plein, juste là. Quand on fait du tuba la nuit, on peut voir tout le plancton. Et quand on se déplace, ça fait comme des paillettes tout autour de soi, surtout en profondeur. Avec une lampe torche, on peut aller regarder en dessous des coraux, ça fait sortir tous les gros poissons. À Darakoton, comme sur la plupart des îles, on ne vit que de la pêche artisanale. Mais il faut compter sur la période des pluies, au moment des typhons, où la pêche suffit à peine à nourrir tout le monde. Une pêche qui se fait de plus en plus rare. Originaire d'une tribu des montagnes du nord des Philippines, Eddie a passé plus de 10 années de sa vie à explorer profondément ces petites îles. Ici, c'est le village de Darakoton. Il y a entre 17 et 20 familles qui vivent ici et ils vivent principalement de la pêche au calamar. Lorsqu'on a commencé les expéditions en bateau, on avait l'habitude de venir dans le coin. Et on a découvert cet endroit par accident, une fois où on cherchait à s'abriter d'un typhon. On a été complètement coincés ici pendant au moins 3 ou 4 jours. En échange d'un abri pour une nuit, un approvisionnement en eau, quelques poissons, Eddie et Jack apportent leur soutien par des projets comme des soins de santé, un moteur pour un bateau ou une petite école élémentaire. Good morning, class. Good morning, classmate. Pour Tao, pas question de profiter des îles, des plages tranquilles et des visites des villages sans une véritable contrepartie pour les familles. Nous entretenons de bonnes relations avec eux, évidemment. En même temps, nous voulons garder notre implication dans la communauté et dans les projets que nous avons ici. Maintenant, les lieux touristiques se déplacent vers les régions plus isolées au nord, là où on trouve des îles qui peuvent potentiellement devenir des stations balnéaires.
Et ici, c'est devenu chez nous. Ça fait maintenant 5 ans que cet endroit est notre terrain de jeu, et je pense qu'on en profitera encore 5 ans. Mais c'est difficile d'imaginer que cet endroit restera comme ça pour toujours. Le tourisme a du bon seulement si tout le monde, la communauté, les familles, en profitent. S'il ne profite qu'à quelques personnes, alors le tourisme est même plutôt néfaste. Parfois totalement excentrées et difficilement accessibles, certaines îles cachent encore les traces d'une longue histoire. La plus connue débute en 1521, lorsque Magellan découvre cet archipel au fin fond de la mer de Chine. Une longue colonisation espagnole commence et les Philippines prennent officiellement ce nom en l'honneur du monarque espagnol Philippe II. Pour protéger leur colonie nouvellement convertie au catholicisme, des forteresses sont construites un peu partout sur l'archipel, comme sur la petite île de Linapacan, où des invasions musulmanes butèrent contre ces pierres au XVIIe siècle. Cette forteresse, oubliée des hommes, lentement envahie par la jungle, n'est plus que le repère de macaques et de varans errants dans ce musée à ciel ouvert. Après 5 jours d'itinérance sous les étoiles, sur le sable et bien sûr sur la mer, le voyage s'achève ici, sur cette petite bande de terre. Si le projet de Jack et Eddie est unique dans cette région des Philippines, il faut savoir cependant en apprécier la lenteur, le confort modeste et cette idée que le temps peut parfois s'oublier. En réalité, je me sens vraiment déconnectée de tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas d'horloge qui nous rappelle l'heure qu'il est, ou de calendrier qui nous dit quel jour on est. Je pense que faire ce genre de voyage, c'est un vrai privilège. Nous avons beaucoup de chance. Ailleurs, dans les autres îles comme la Thaïlande, vous savez, il y a toujours des hordes de touristes. Et puis être sur une île, sur la plage, sans personne, on a vraiment beaucoup de chance. Ouais. C'est sûr, on se sent vraiment loin de tout. À l'extrême ouest des Philippines, Palawan est l'une des îles les plus sauvages de cet archipel. Une bande de terre un peu oubliée de ce pays et la dernière frontière avant l'Indonésie. Cette île est une réserve naturelle et l'ensemble de cette province des Philippines a été classé par l'UNESCO comme réserve de biosphère. Au cours des millénaires, différents peuples atteignirent cette île, apportant avec eux leurs pratiques et leurs croyances. Pygmées, Indonésiens, Malais, Chinois,
Tous ces peuples vont donner naissance à une multitude de communautés où se parlent aujourd'hui près d'une centaine de dialectes. Au cœur d'une forêt protégée, vivent encore quelques tribus primitives, comme les Batak, l'un des premiers peuples de Palawan. Écologistes avant l'heure, et malgré des changements culturels récents, les Batak ont conservé un vrai respect de la nature. Pour eux, l'environnement naturel et certains de ses éléments possèdent une valeur sacrée. La terre ne peut être réduite à un simple bien matériel. Aujourd'hui, Palawan est devenue la capitale de l'écotourisme des Philippines et sa mangrove un de ses meilleurs exemples. Chers visiteurs, bienvenue à tous. Je suis Lady Mangrove et je serai votre guide ici. Et notre batelier est Mar. Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous, dans le parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa. Et maintenant, nous allons vous emmener voir cette forêt de mangroves absolument unique. Nous allons voyager pendant 45 minutes, mais la rivière ne fait que 1,2 km sur ce tronçon. Et nous allons faire demi-tour plus loin à l'intérieur de la forêt. L'eau ici est un mélange d'eau salée provenant de la mer et d'eau douce qui vient de la jungle. Ce type d'eau s'appelle saumâtre. Voici le serpent de la mangrove, un serpent avec des rayures jaunes. Il est venimeux. C'est le serpent le plus venimeux de la mangrove. Pendant la journée, il dort en haut des arbres et pendant la nuit, il descend dans l'eau et part à la recherche de nourriture. Et il monte parfois dans les bateaux des pêcheurs. Il devient agressif la nuit. Donc les pêcheurs ont peur de pêcher la nuit à cause de ce serpent. Ici, on le nomme binturan. Si aux Philippines, au moins 50% des mangroves ont disparu, celles de Palawan ont toutes reçu le statut de réserve forestière. La mangrove d'Aïda est précieuse pour les revenus que génèrent en été les visites touristiques. Je suis volontaire. Je fais ça de mon plein gré. Ce qui compte, c'est de faire mon travail volontairement. J'aide tous ceux qui viennent ici. Je renseigne sur les particularités, donc c'est ça que je donne en cadeau. Je dirais qu'ici, c'est mon royaume. C'est une terre de promesses pour moi. Parce que je me suis promis de préserver cet environnement naturel, et en particulier la mangrove. C'est ce que je fais. J'essaie de tenir ma promesse. Ici, tout le monde est volontaire. Les guides touchent un faible salaire et la presque totalité des revenus est reversée à la communauté pour aider les familles en difficulté.
Pour Aïda, la citadine venue de Manille, la mangrove est aussi un lieu de paix devenu désormais toute sa vie. Jusque dans les années 90, les pêcheurs de la baie de Donsol chassaient le plus grand poisson du monde pour la quantité de viande en une seule prise et la qualité de ses ailerons dont les Chinois sont fins connaisseurs. Une décennie plus tard, cet endroit auparavant totalement inconnu est devenu la capitale mondiale du géant des mers, le requin-baleine. Vous allez nager à une distance de 3 mètres du corps et de la tête, et à 4 mètres de la queue, parce que nager, pour nous, c'est quand même risqué. Par ailleurs, pas de flash. N'oubliez pas vos tubas, et seulement 6 nageurs sont autorisés à nager avec le requin-baleine. Je vous présente Tanaka. C'est lui qui vous dira de quel côté du bateau vous descendrez dans l'eau. Soit à droite, soit à gauche. Quand Tanaka dira « rock'n'roll », ce sera le moment de se jeter à l'eau. Chaque année, plus de 7000 visiteurs viennent plonger ici à Donsol pour observer de très près le géant des mers. Une gueule de 2 mètres de large qui avale plus d'1 tonne de plancton et de krill en une journée. Long comme un autobus, lourd comme 6 éléphants, ce poisson est apparu il y a plus de 60 millions d'années. Malgré sa taille et son poids imposant, ce géant des mers est absolument inoffensif pour l'homme, l'un de ses prédateurs. Les guides de ce programme écotouristique sont tous d'anciens pêcheurs reconvertis qui chassaient autrefois ces mêmes requins-baleines. Pour nous, être guide, c'est une véritable alternative. Nous gagnons notre vie grâce au tourisme et surtout grâce aux requins-baleines. Et puis, le nombre de requins-baleines augmente chaque année. Donsol est leur véritable habitat. Ils se nourrissent et se reproduisent ici. Tous les matins,
Liane souffle dans son clairon marin pour souhaiter la bienvenue au monde. Après avoir parcouru le monde pendant plus de 20 ans, Liane l'Australienne a enfin découvert le plus bel endroit du monde, Malapakao. Tout est en éveil, commence à se déployer, de nouvelles expériences, le plaisir du calme. Oui, c'est un endroit magnifique. Liane s'installe ici au début des années 80 et fonde un centre de naturothérapie. Ici, souffle le vent des années 70 et ce sentiment qu'il fallait alors vivre en dehors des schémas établis. C'était mon destin de venir ici. Il fallait que je devienne la gardienne de ce magnifique endroit. Quand je suis arrivée, c'était comme un rêve devenu réalité. J'avais passé 20 ans à voyager et j'avais exploré des endroits extraordinaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, 24 ans plus tard, je vis toujours dans le plus bel endroit du monde. Pourquoi devrais-je le quitter, vous comprenez ? Je n'ai aucune envie d'explorer le reste du monde, car j'ai trouvé le paradis. Le plus grand rêve de Liane était d'avoir pour elle un véritable jardin tropical où pousseraient toutes les plantes que pourrait lui offrir la terre, comme un don du ciel. J'ai eu la chance d'apprendre la valeur des plantes pour la santé. Donc je suis devenue herboriste, maître herboriste de toutes les plantes locales. Nous fabriquons nos propres médicaments à base d'herbes, nous élaborons des solutions et des cataplasmes. Nous faisons des poudres sèches que nous encapsulons. Et quand les gens viennent vivre ici, nous leur donnons. Nous leur disons, regardez ce que vous pouvez faire. C'est ce que vous achetez dans les magasins. J'ai plusieurs casquettes. Architecte, électricien, plombier, designer, manager. J'ai dû m'occuper de toutes ces choses ici. Merci les gars. Tisane et lait de coco, feuilles de banane et gingembre, légumes et fleurs. Sur Malapakao, tous les repas sont entièrement végétariens. Avec toutes ces plantes, Liane l'herbaliste invente de savants mélanges, autant basés sur les couleurs que sur les goûts. On essaye et on essaye encore, on expérimente et on goûte. Et on progresse chaque jour. On régresse et on rate quelques recettes. C'est facile de les améliorer en ajoutant un peu de miel, un peu de basilic. Et on crée des plats fabuleux. Il faut les préparer avec amour et plein de couleurs. Plein de couleurs intéressantes comme la palette du peintre. Et quand les gens voient la nourriture, ça leur procure du bien-être. Nourriture macrobiotique, clientèle non-fumeur, cours de yoga, massage et leçons de vie saine, l'île de Malapakao vous accueille dans un environnement naturaliste au possible, entièrement pensé et construit par Liane. Si l'expérience ici est totalement originale, elle n'est réservée qu'à quelques voyageurs en quête d'une véritable retraite d'un autre genre.
La plupart d'entre eux passent 3 à 4 mois sur Malapacao, cette île très particulière. Je pense que trop de gens oublient l'essentiel. Ils courent après leur salaire, ils travaillent, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils devraient prendre un peu de recul et trouver un équilibre dans leur vie, essayer de jeter les choses dont ils n'ont pas besoin et garder uniquement ce dont ils ont vraiment besoin pour vivre. Vivre une vie simple. Et c'est là que j'interviens, pour être un exemple de simplicité. C'est mon but, c'est mon destin. Et c'est la fin de l'histoire. Et ainsi défile le monde et le temps sur ce bout de terre où Liane vit pleinement un rêve, protégée sur son île, loin des préoccupations du monde. Dans le sud de l'archipel des Philippines, un village de pêcheurs vit tranquillement sur une toute petite île de quelques hectares. Ici, à Montigüe, les habitants de ce village, du plus jeune au plus âgé, sont tous fichés par la police locale. Leur délit est de ne pas vouloir quitter cette île qui est pourtant la leur depuis bien longtemps. En 1998, Montigüe a reçu le statut de réserve naturelle, une manière pour le gouvernement local de rendre cette île plus attractive pour le tourisme. Un parc, régi par la province à laquelle est rattachée l'île, vient d'être installé pour accueillir touristes et devises. L'entrée sur l'île est devenue payante. Il est interdit d'y passer la nuit et des militaires patrouillent en permanence. Désormais, au nom de l'environnement, les villageois de Montigüe occupent illégalement leur île. Pour nous, il est certain que nous ne partirons pas. On occupe peu d'espace sur cette île. Et puis c'est chez nous. À Camingin, sur la grande île, nous n'aurons pas de travail. Ici, au moins, on vit un peu de la pêche. Nous nous sommes toujours occupés de cette île. On en a pris soin. Nous l'avons toujours entretenue. Autrefois, nous avions une école sur l'île. Une école que nous avions construite. Et puis, l'année dernière, ils sont venus la démolir. Au nom de la protection de la nature et du développement d'un tourisme responsable, enfants, parents et grands-parents devraient être bientôt expulsés. Et la très convoitée Montigüe perdra définitivement ce qui faisait son charme. Justement ce village et ses rencontres possibles avec des pêcheurs locaux. C'est la difficile question du développement du tourisme qui se pose ici aux Philippines. Entre tourisme de masse ou tourisme réellement équitable. Bientôt, les photographies de Montigüe ressembleront à tant d'autres. Juste une image de mer turquoise et des plages de sable blanc désertes pour un énième cliché du paradis.
Thank you.